Alors, bonjour Christophe. Bonjour. Donc, première question des élèves de Saint-Hilaire-de-Beauvoir. Combien de jours travaillez-vous par semaine? On va dire 6 et demi. 6 et demi, il y a quand même une petite demi-journée de congé. Ouais, j'essaye surtout le dimanche matin de déjeuner avec mes enfants et ma femme. Et si j'ai à continuer, j'y vais le dimanche après-midi. D'accord. Ou tout au moins, je démarre très tôt le matin, le dimanche, Ouais. pour être avec eux à 9h quand ils se réveillent. Ok. Et du coup, Mais, question. mais je rectifie, je ne travaille pas. Je m'occupe. Donc ma femme déteste ça quand je dis ça, mais voilà, c'est pas du tout une contrainte, c'est quelque chose que j'aime. Donc voilà, le réveil quand ils sortent même très tôt, c'est pas un problème. Ouais. Justement, les élèves se demandaient, est-ce facile d'être vigneron? Est-ce qu'il y a des tâches plus difficiles que d'autres? Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, je suis pas que vigneron. Alors j'ai la casquette de vigneron, mais j'ai aussi la casquette d'éleveur, je suis la casquette de boucher, de commerçant, de papa de famille, donc j'amène aussi mes enfants à l'école, je vais les chercher le soir. Donc voilà, du coup ça fait des belles journées. D'accord. Et pourquoi vous avez choisi ce métier, du coup? Alors mes parents étaient vignerons, j'ai fait des études là-dedans. Et pourquoi? Parce que pour une certaine liberté, une liberté qui coûte cher en temps, Un temps, ouais. mais une liberté. Ouais. D'être dehors et D'être dehors, d'être de faire ce qui son vous propre plaît. patron. Et puis c'est une profession, surtout avec la diversité que j'ai engagée sur le domaine, où il n'y a aucune routine. Complètement, ouais. Et du coup, c'est pour ça que vous aimez ce métier? Oui, Ouais. qui n'est pas un métier. Qui n'est pas un métier, qui est une passion. Oui, oui. Et combien d'années d'études avez-vous fait du coup pour Oh, devenir j'ai vigneron un en premier? simple BEP et Bac Pro Vigne et Vin. D'accord. Mais ensuite, j'ai une vinification en Australie, où je suis resté 8 mois. Ok. Une vinification au Chili, où je suis resté 7 mois en Amérique latine. Donc j'ai fait Chili, Argentine, Bolivie, Pérou, Uruguay, côte brésilienne et Guyane française. Et après, j'ai fait une vinification aux États-Unis, dans l'État de Washington, près de Seattle, où là, je suis resté 5 mois en voyageant. Voilà en fait mes études et mon ouverture d'esprit. Chose que je ne comprenais pas quand j'étais à l'école. Les profs n'ont jamais réussi à m'expliquer ce que c'était. Et j'aime beaucoup la phrase de des proches qui dit que l'ouverture d'esprit, c'est pas la fracture du crâne. Donc voilà, c'est rencontrer les gens. Oui. Voilà. J'avais une forme de timidité que j'ai été obligé de perdre à l'étranger. Donc la barrière de la langue. Voilà, donc je ne parlais pas anglais. Moi, je suis parti à l'étranger, je ne parlais ni anglais ni espagnol. Et quand je dis que je ne parlais pas, c'est voilà, j'avais un niveau scolaire catastrophique. Et puis aujourd'hui, je suis trilingue. Quoi, voilà. Bravo. Donc voilà, c'est important. Et qu'est-ce que c'est une vinification exactement? Faire le vin. D'accord. La Et vinification, c'est c'est un vraiment terme pour une certification du coup par rapport à tous pour- les pays que vous avez fait? Ouais, vinifier, c'est vraiment une action de faire le vin en cave. Ok. C'est pas s'occuper des raisins, ou tout au moins s'occuper des raisins, mais en cuve, D'accord. en cave. Ok. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une différence entre viticulteur, c'est celui qui amène ses raisins à la cave coopérative, et vigneron, celui qui fait son vin Qui a chez sa lui. cave sur le domaine. Ok. Impeccable. Et justement, les élèves se demandaient aussi plein de questions autour du raisin et du vin, notamment parce que vous avez beaucoup de vignes. J'ai 12 hectares de vignes, un hectare faisant 10 000 mètres carrés, donc 10 000 mètres carrés c'est 100 sur 100 mètres, et il y a à peu près 4 000 pieds, donc 4 000 souches sur un hectare. Et à partir de quand le raisin est-il mûr et comment le savez-vous? Alors il est mûr à peu près, il est mûr normalement 100 jours après la nouaison. La nouaison, c'est quand le raisin sort de la fleur qui ressemble à un tout petit grain. Vraiment, donc ça c'est la nouaison. Et sinon, il est mûr aussi 40 jours après la véraison. La véraison, c'est quand le raisin commence à changer de couleur. Voilà, donc ça c'est la théorie. Ensuite, en pratique, on goûte les raisins et on goûte surtout les peaux. Donc on met le raisin dans la bouche, on l'aplatit entre la langue et le palais, toute la pulpe, le jus s'en va, les pépins, tout au moins s'en va, ou on les crache ou on les mange. Et ensuite on mâche la peau, et il faut que la peau elle ait aucune astringence, il ne faut pas que ça dérange. D'accord, Voilà. oui, ce qui est souvent le cas, je trouve, Voilà. sur Et certains donc raisins. si vous faites cette opération et qu'il n'y a rien qui vous dérange, c'est que la maturité phénolique est atteinte, donc on peut vinifier. Ok, super. Et comment fabrique-t-on le vin? Alors lequel? Le blanc, le rosé, le rouge?
Pour le blanc et le rosé, c'est la même façon, Oui. c'est-à-dire qu'on fermente en phase liquide, parce qu'en fait, la couleur étant contenue dans la peau, il faut éviter que ça macère pour extraire la couleur. D'accord. Donc, on rentre les raisins en cave, on les presse de suite, ce qui fait qu'on se retrouve qu'avec du jus, et là, on fait fermenter le jus tout seul. Pour les rouges, c'est l'inverse, on cherche au contraire de la couleur, des tanins, de la structure. Donc tout ça, c'est toujours contenu dans la peau. En fait, le plus important d'un grain de raisin, c'est la peau. Oui. Le reste, c'est du volume, c'est de l'eau, du sucre, des acides. Voilà, c'est du volume. Et donc du coup, pour le rouge, on met les raisins entiers dans la cuve. Et là, ensuite, on va aller extraire, comme on va les extraire dans un sachet de thé, Oui. pour aller récupérer la couleur, le fruit, les arômes. Voilà. D'accord. Et il y a une question précise, je ne sais pas si on peut clairement y répondre. Combien de raisins faut-il pour une bouteille? Ou en tout cas, combien de grammes il faut 1,3 kg pour faire 1 litre. 1,3 kg pour faire 1 litre. D'accord. Super. Et que peut-on faire d'autre que le vin avec le raisin? On peut faire alors déjà, premièrement, on peut faire du raisin de bouche, donc le manger en tant que fruit. On peut faire du jus de fruits. On peut faire du vin. Et de ce vin, après, on peut en faire du vinaigre. On peut en faire de l'alcool. On peut en extraire des lies. Les lies, c'est la partie boueuse qui va se déposer au fond de la cuve en fin d'hiver. Et donc de ça, on peut en extraire l'acide tartrique qu'on va retrouver dans les bonbons. On va utiliser des colorants qu'on va retrouver pareil dans certaines préparations culinaires. L'alcool, pour faire du gel hydroalcoolique. Voilà. Ok. On peut faire énormément de choses. Oui, on peut même faire des recettes avec la lie. Au lieu d'utiliser du blanc ou du rouge pour faire une recette, on peut utiliser de la lie, quelque chose qui est beaucoup plus épais, mais beaucoup plus aromatique. Qui est très concentré. Très concentré, ouais. Et combien y a-t-il de kilos à peu près sur une vigne? Sur un pied? Sur un pied, alors... Ça doit être très variable, je suppose. Oui, mais on va partir sur une moyenne. On va faire à peu près... allez, pour chez moi, je vais faire à peu près 3000 litres à l'hectare. On va me dire, allez, 4000 litres à l'hectare. Et j'ai dit qu'il y avait 4000 souches à l'hectare. Donc voilà, ça fait à peu près 1 litre par souche, de moyenne. Il y en a une qui va faire 500 grammes et l'autre qui va faire 1,5 kg. D'accord. Et en termes de gestion de l'eau, est-ce que vous utilisez beaucoup d'eau? Alors, sur 12 hectares, j'ai 2 hectares d'irrigués. Le reste étant uniquement en pluvial, donc uniquement l'eau qui tombe du ciel. Et depuis maintenant 7 ans, j'ai installé des couverts dans les vignes, donc de l'herbe. Et depuis 3 ans, je ne travaille plus le sol, je travaille uniquement avec les couverts, l'herbe que je roule, pour justement favoriser le paillage et éviter l'évaporation. Et aussi diminuer la température du sol, baisser la température du sol grâce à ce paillage. Et est-ce que c'est une variété de raisin particulière qui est adaptée à notre région ou... Oui, on a plutôt des cépages historiques adaptés à la région, mais je travaille avec les vignes que m'ont laissé mes parents. Voilà, j'ai planté une ou deux vignes, mais avec des vieux cépages. Et du coup, autre question, plutôt sur le traitement. Est-ce que vous utilisez des pesticides? Comment sont traitées les vignes? Est-ce que si vous avez une bactérie ou un insecte, comment vous faites pour... Alors au niveau insecte, il n'y a rien. J'ai aucun problème, si ce n'est peut-être un petit peu ce qu'on appelle le ver de la grappe. Donc c'est une chenille qui perce la baie et le fait qu'il y ait un trou, après les bactéries peuvent rentrer dedans, ça pourrit, ça moisit et du coup ça contamine les autres. C'est pour ça que j'ai fait faire des nichoirs à oiseaux par l'IME de Jacou. Donc l'IME, c'est l'Institut médico-éducatrice de Jacou, des jeunes enfants handicapés mentaux. Et donc c'est eux qui m'ont fait donc, les nichoirs, ils en ont fait 50. Vous pouvez me voir en replay sur France 3 Occitanie de ce jeudi dernier, là, à midi. Donc vous aurez un reportage complet sur les jeunes et les nichoirs. Ensuite, au niveau des maladies champignons, il y a 2 principaux champignons qui sont le mildiou et l'oïdium, que l'on traite avec de la bouillie bordelaise qui est du cuivre et du soufre. Mais là-dessus, je suis en train d'évoluer en essayant... Enfin, je vais tenter d'utiliser ce qu'on appelle des thés de compost. C'est aller récupérer les capacités de certaines plantes pour ensemencer dans la vigne, donc favoriser des bons champignons pour occuper le milieu. Parce que le problème, c'est que la nature détestant le vide, s'il y a du vide, il y a quelque chose qui s'installe. Donc s'il y a du vide dans le sol, de mauvaises herbes peuvent s'installer, donc je mets des bonnes herbes. Et pareil pour les champignons et autres, l'objectif c'est de mettre des bons champignons, c'est le principe des probiotiques dans la médecine, voilà, occuper le milieu.
C'est vrai que c'est un peu controversé la bouillie bordelaise par rapport Com- justement au complètement, cuivre qui ne c'est- s'élimine pas dans le sol. C'est un métal lourd, au même titre que le plomb. Moi qui ai visité le Chili et la plus grosse mine à ciel ouvert de cuivre, ben, c'est pas très propre. Et est-ce que vous êtes labellisé en agriculture biologique ou d'autres labels? Je l'ai eu été labellisé depuis 2000. Et puis là, ça fait 3 ans que j'ai arrêté le label parce que ce label-là ne me convient pas. C'est beaucoup trop administratif. Donc du coup, voilà, maintenant je travaille pour moi. Je me plais à dire que je suis en bio-logique, ce que n'est pas la bio aujourd'hui. Les contrôles des organismes certificateurs, c'est on prend la voiture, on se promène en voiture au bord des terres, il y a de l'herbe dans les vignes, c'est bien, on est en bio. Ensuite, on vient dans le bureau, là on va passer 2 ou 3 heures à contrôler des factures. Donc chaque fois, je leur dis, mais attendez, s'il y avait une mauvaise facture, je ne vais pas la laisser dans ma compta. Oh, monsieur Sabatier, il ne faut pas dire ça. Et je dis, voilà. En plus, le rendez-vous est pris 15 jours avant, donc ce qui fait que si on devait enlever des produits, camoufler ou quoi que ce soit, il n'y a aucun problème pour dissimuler. Donc voilà, tout ça, je ne veux plus le cautionner. Donc je veux que les gens viennent acheter mes produits chez moi et se rendent compte de ce que l'on fait. Pas besoin de label pour faire quelque chose Mais correctement. Je me plais à dire que je ne suis pas un poulet pour être labellisé. Donc voilà, je ne suis pas un label rouge. Alors, vous n'êtes plus en agriculture biologique, mais les élèves se demandaient est-ce que le label AB garantit la provenance des fruits et légumes? Ça ne garantit pas la provenance, ni la qualité, et surtout encore moins l'aspect social, c'est-à-dire l'exploitation ou l'esclavagisme moderne. Il faut bien se dire que pour trouver des tomates biologiques à 3 € ou même moins que ça en grande surface, il faut qu'il y ait des personnes qui travaillent pour gratuit. Et y a-t-il une loi sur les engrais et les pesticides? Une loi, ça je ne le sais pas bien. Je sais qu'en agriculture biologique, on n'a pas le droit d'utiliser de produits de synthèse, donc uniquement des minéraux, enfin non, même pas des minéraux, de l'organique, donc surtout issu de fumier en fait. Voilà, mais l'objectif de mettre des couverts dans les vignes, c'est arrêter de mettre des engrais, chose que je ne fais plus depuis 7 ans, et qu'en fait ce sont les plantes, puisqu'on met pas mal de légumineuses, azobactères, qui ont la capacité de capter l'azote de l'air et de la restituer dans le sol. D'accord. Et est-ce que vous avez fait exprès justement de cette association élevage et viticulture? Non, parce que l'élevage, les cochons sont dans des bois, ils sont en liberté, mais ils ne sont pas dans les vignes. Parce que l'inconvénient du cochon, c'est que ça passe plus son temps à remuer le sol qu'à faire autre chose. Donc après, je vais me retrouver avec un champ de mine dans les vignes et puis je ne pourrai plus passer avec des outils ou autre. Et plus du coup sur la production et la provenance, combien font-ils de trajets pour arriver à leur destinataire, les aliments que vous vendez? Le plus loin, il fait... Alors si, les aliments produits sur le domaine, les plus loin, ils doivent faire 1 kilomètre, à peu près. Après, j'ai une contrainte administrative qui est pour les cochons. Je suis obligé de les amener à l'abattoir d'Alès. Et donc là, Alès, c'est 1h15 de route aller et 1h15 de route retour en carcasse. Ce qui reste quand même local si on tient compte des 150 km non, maximum. Mais ce qui reste très très local, et l'objectif c'est de passer outre à court terme cette réglementation, puisque j'ai obtenu tous les labels pour pouvoir commercialiser du sanglier que je chasse, et donc l'objectif c'est de pouvoir tuer mes propres cochons sur place ici aussi. D'accord. Justement, il y a beaucoup de curiosité de la part des élèves autour du cochon. Comment sont-ils tués et à quel âge? Ils ont... Alors, on en était justement à la phase cochon. Oui. Comment sont-ils tués? À quel âge? Ils sont tués à l'âge à peu près de 1 an. Un peu plus tôt pour les mâles, un peu plus tard pour les femelles, parce que les mâles ne sont pas castrés. Tout les animaux ne sont pas brutalisés, si je puis dire, à la naissance. Donc les dents ne sont pas coupées, les queues ne sont pas coupées, ils ne sont pas castrés pour les mâles. Du coup, pour éviter des problèmes de consanguinité, et puis du coup que les mâles montent n'importe quelle femelle et autres, donc ils sont envoyés à l'abattoir un peu plus tôt, donc on va dire à 8 mois, 6-8 mois, et les femelles 14 mois, parce qu'il faut qu'elles grossissent un peu plus. Donc tués à l'abattoir d'Alès. Avant, je faisais tuer à l'abattoir de Pézenas, et puis j'ai eu des problèmes de transport de carcasses, puisque c'est moi qui les amène vivants, mais par contre je me fais rapatrier les carcasses parce que je ne suis pas équipé de camion frigo. Voilà, donc maintenant c'est Alès, jusqu'à ce que je décide de les faire ici. D'accord. Et du coup, vous vendez de la viande de cochon? Du coup, on vend de la viande de cochon qui est découpée sur le domaine depuis au mois d'août, ça fera 1 an que j'ai monté ma propre salle de découpe.
Donc j'ai un boucher itinérant, son métier c'est de découper la viande de ferme en ferme. Génial. Donc il vient ici, et puis moi je fais la petite main à mettre toutes les pièces de viande sous vide. Et je m'occupe aussi maintenant, là depuis quelques mois, de la transformation. Donc c'est moi qui fais les pâtés, la saucisse et autres. Super. Bah, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on fait du saucisson? Du saucisson sec, il faut donc du maigre de viande, donc c'est-à-dire que du muscle, auquel on y rajoute donc du gras. Tout ça, on le fait passer dans une machine qui s'appelle un hachoir. Ensuite, on va se retrouver avec une farce. Là, on va l'assaisonner, sel, poivre. Et ensuite, on va mettre ça encore dans une machine qui s'appelle un poussoir, ce qui va permettre de mettre cette farce dans des boyaux. Voilà. Et ensuite, on fait sécher donc les boyaux dans une atmosphère humide et froide. D'accord. Super. Et combien y a-t-il de porcelets dans une portée? Alors, une truie, moyenne? Alors, déjà, une truie, elle a son temps de gestation, donc elle est enceinte. On ne dit pas enceinte pour les animaux, on dit qu'elle est pleine. 3 mois, 3 semaines, 3 jours. Donc, grosso modo, on va dire 4 mois. Et en portée, elle va faire en tous les cas à Cassagnol ici, elle va faire entre 4 et 8 porcelets qu'elle va allaiter pendant 2 mois. Et ensuite, donc, elle sera sevrée, donc les petits seront sevrés de façon à ne pas trop amaigrir la mère. Mmh. Sinon, ils pourraient continuer à téter. Ils pourraient continuer et bon, après, ils abîment la maman. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que vous donnez à manger aux cochons? Je donne à manger des céréales et des légumineuses, donc orge et pois. D'accord. Concassé, que je donc concasse avec un concasseur. Sinon, il le digère mal. Et Ok. en fait, ça sort comme ça a été mangé. D'accord. Donc ils assimileraient peu Voilà. de nutriments Ouais. aussi. Ok. Et quelle est la race de vos cochons? C'est du gascon croisé bayeux. Gascon, c'est une race du sud-ouest. Bayeux, c'est une race de Bretagne. Donc, c'est 2 vieilles races françaises. Et puis là, il y a 1 an et demi, il y a un sanglier qui a réussi à rentrer dans l'élevage. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec des cochons liés. Donc, un croisement de sanglier et cochon. Et donc, c'est peut-être une race que je vais multiplier. Ok. Voilà. Et- Pour avoir des cochons moins gras D'accord. et plus rustiques. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe d'un point de vue, autorisation, administration, justement, une nouvelle race qui arrive Alors, j'ai pas le droit. Alors, j'ai D'accord. pas le droit en soi de détenir d'animaux sauvages. Oui, comme Voilà. n'importe qui. Mais c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est bien un sanglier qui est rentré dans mon élevage et non mes truies qui se sont promenées à l'extérieur. Et aujourd'hui, c'est une forme d'hybride puisque c'est du cochon lié. Donc, est-ce qu'il a plus de cochons, est-ce qu'il a plus de sangliers? Voilà, donc au bout de 2-3 générations, ils ressembleront plus aux cochons et donc ça rentrera dans l'ordre. Ok, d'accord. Super. Et par rapport à là où vous êtes situé, est-ce que peut y avoir des risques de givre en hiver? Oui, il se peut qu'il y ait des coups de gelée et donc on perd une partie de la récolte due au coup de froid, oui. D'accord. Et comment ça se passe justement d'un point de vue financier? Est-ce que vous avez des aides ou comment vous pouvez rattraper ces pertes? Je travaille avec aucune subvention. Je ne sais pas si vous avez lu mes étiquettes. J'ai lu le dos en tout cas. Voilà, ça, donc, si vous avez lu le dos, vous avez vu ça. Voilà, donc 20 produits sans subvention nationale ni européenne. Vous, consomme acteurs, me permettez de vivre du fruit de mon travail. Merci. Donc je ne prends aucune subvention. Donc s'il y a un problème climatique, eh ben, tant pis pour moi. Et c'est donc d'ailleurs pour ça que je me suis diversifié en termes de production. Donc il y a le vin, ça c'est historique. Et puis donc maintenant l'élevage de cochons. Et puis à l'automne, je devrais démarrer un élevage aussi de poules pondeuses. Voilà, pour avoir des œufs et des poulets sur le domaine. D'accord. Et des arbres fruitiers par exemple? Arbres fruitiers, j'en ai planté l'année dernière, mais ils ont tous brûlé le 28 juin. Donc il faut recommencer l'opération. Ok. D'accord. Je me rappelle petite qu'il y avait beaucoup d'amandiers dans les vignes à Châteauneuf-du-Pape par exemple. Ouais, ça se peut, oui. C'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Il y en a de moins en moins parce que c'est vrai que les arbres, avec la mécanisation, eh bien, ils dérangeaient. Donc ils ont été coupés. L'objectif du domaine, on va dire l'année prochaine, je repousse d'1 an, c'est de passer en traction animale pour être en autonomie énergétique.
Alors c'est pas le côté écologique qui parle, c'est le côté social. C'est je ne veux plus cautionner le fait de mettre du carburant dans mon véhicule qui Pas vient, dire autre chose. Ouais. c'est surtout qui vient de pays qu'on maintient en guerre pour les piller. Donc voilà, je ne veux plus cautionner cela. Très bien. Ben, merci beaucoup De pour rien. ce partage.